Je vous propose qu'on démarre donc sur la question de l'accès aux droits des personnes exilées. C'est important dans cette matinée qu'on puisse entendre des exemples très concrets qui viennent d'observations de personnes qui ont des casquettes différentes. Donc dans chacune des tables rondes, on aura la chance d'avoir des responsables d'associations, des élus locaux, des parlementaires qui chacun et chacune, en fonction de leur position, observent des choses. Et l'idée aujourd'hui, c'est de nous inspirer, d'inspirer les parlementaires qui vont devoir étudier un texte de loi qui est très technique. Donc ça ne sera pas un débat technique aujourd'hui. On est plutôt là pour se dire qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la loi et qui pourrait quand même être important comme élément. Et puis, comment on construit des argumentaires à partir de l'expérience très concrète de la vie des personnes exilées qui rejoignent notre pays. Ce que je vous propose, d'abord, c'est de vous présenter rapidement nos intervenants. Donc Delphine Rouillot, qui est directrice générale de France Terre d'Asile, Harmonie Le Cerf-Meunier, qui est adjointe au maire de Bordeaux, chargée de l'accès aux droits, des solidarités et des seniors, et Guy Benaroche, qui est sénateur des Bouches-du-Rhône. Et on va démarrer par vous, Delphine. Vous êtes donc directrice de cette association qui est une opératrice de l'État, c'est-à-dire que vous gérez beaucoup de structures de premier accueil, de domiciliation, d'hébergement d'urgence, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. On va essayer d'éviter les SIG. Vous avez le droit de lever la main quand vous n'en pouvez plus qu'on dise des CADA et vous ne savez pas ce que c'est. Mais aussi des dispositifs d'accompagnement d'accès aux droits pour les personnes réfugiées, donc qui ont été reconnues réfugiées, et cela sur tout le territoire national. Vous avez donc potentiellement des remontées de terrain qui sont très variées, qui peuvent mettre en valeur des situations différentes selon les régions dans lesquelles les personnes arrivent. Et donc à partir de cette photographie, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous puissiez partager avec nous les constats, les difficultés d'accès aux droits de ces personnes, donc en demande d'asile ou bénéficiaires d'une protection internationale, c'est-à-dire réfugiés statutaires ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Je vous laisse la parole. Et j'annonce d'avance, oui, j'annonce, que j'ai un petit carton rouge sur lequel il y a été écrit qu'il vous reste 1 minute. Et je l'annonce pour que tout le monde sache que je vais m'en servir. Merci Sophie, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et pour l'opportunité d'échanger avec vous dans ce qui, je suppose, est le début d'échanges qu'on espère plus longs. Et bien évidemment, on sera, nous, France Terre d'Asile, à votre disposition tout au long des débats parlementaires pour essayer de continuer à vous éclairer sur nos constats et peut-être aussi apporter un peu nos propositions. Je commencerai par dire que organiser un débat sur l'accès aux droits, c'est assez paradoxal, parce que fondamentalement, c'est une question qui ne devrait pas exister, puisque le propre même des droits, c'est qu'ils ont été définis pour pouvoir être exercés. Et que, en fait, l'exercice qu'on va faire là ce matin, c'est quelque part constater que les lois votées souverainement par le Parlement, les règlements qui sont adoptés en vertu de ces lois, ne sont pas exercés, ou en tout cas pas tous, ou en tout cas pas bien, et que quelque part les publics dont nous avons la charge, donc les publics étrangers, les publics exilés, et pour nous, France Terre d'Asile, les publics demandeurs d'asile et réfugiés, sont quelque part encore plus que pour les autres publics précaires, confrontés à des difficultés majeures d'exercice de leurs droits de base. Alors j'ai essayé de procéder à une forme de typologie, parce que sinon évidemment je vais rentrer dans un inventaire à la Prévert de tout ce qui va pas, et c'est pas le but du jeu. L'idée, c'est de vous éclairer peut-être sur la nature des difficultés qui sont rencontrées, parce que derrière la nature des difficultés, il y a aussi toute une série de propositions ou de réflexions qu'on peut avoir sur comment on pourrait faire pour essayer de régler le problème, puisque tout l'objet ici, c'est peut-être aussi de chercher des bonnes idées. Je commencerai par le plus évident. Il y a des droits qui ne sont pas exercés par les publics demandeurs d'asile ou réfugiés parce qu'il y a des barrières qui sont dressées. Et la première des barrières, je ne vais surprendre personne, c'est la barrière de la dématérialisation. Je vous en parle, alors je ne vais pas rentrer dans les enjeux, dématérialisation, accès aux procédures, rendez-vous en préfecture, tout ça, je pense que c'est parfaitement connu par tout le monde. Mais puisqu'on me demande des exemples concrets, je vais vous raconter une réunion que j'ai eue hier après-midi avec l'équipe de France Terre d'Asile qui gère un très très gros dispositif d'hébergement dans le centre de Paris et qui m'a témoigné des difficultés immenses qu'avaient des publics réfugiés aujourd'hui à pouvoir avoir accès au RSA, au logement social, parce que depuis quelques mois, depuis 6 mois, il y a eu la mise en place d'une dématérialisation de la demande de titre de séjour pour les réfugiés. Donc c'est des gens qui ont le statut de réfugié et qui en fait désormais doivent juste
théoriquement, remplir un dossier sur Internet et puis attendre qu'on leur donne accès à leur titre de séjour. Et la réalité, c'est que pour toute une série de raisons très techniques, très logistiques, eh bien, les récépissés ne sont pas produits en temps et en heure, et donc les droits ne sont pas ouverts, et on se retrouve avec des gens à qui l'État français a accordé la protection, à qui l'État français a reconnu le fait qu'ils avaient besoin de protection, et qui voient leurs droits soit pas ouverts, soit perdus, c'est-à-dire des droits à la CAF, si vous voulez, qui sont suspendus au bout d'un moment, pour des raisons qui sont exclusivement techniques et logistiques. Et moi, je vous dis, tout l'enjeu, c'est que mes travailleurs sociaux aujourd'hui, ils me disent, mais on finit par se demander s'ils font pas exprès. Or, moi, je continue à expliquer que je crois au service public, et je crois que les services publics n'ont pas vocation à maltraiter. Et donc, fondamentalement, il faut lever les barrières techniques, et il faut que les administrations entendent que la dématérialisation nécessite de l'accompagnement et que les publics ne sont pas autonomes face aux démarches qu'on leur demande de remplir. Deuxième type de difficulté dans l'accès aux droits qu'on peut évoquer, c'est l'accès aux droits qui sont freinés par le manque de moyens des administrations. Là, je vous prendrai un autre exemple, aussi pour les publics, qui concerne aussi les publics réfugiés, c'est la question de la reconstitution des actes d'état civil. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est super important, donc je vais me permettre de vous l'expliquer. On a une personne qui est reconnue réfugiée, donc encore une fois, qui est protégée par l'État français. Elle rend son passeport. Et en échange de ce passeport rendu, son passeport de son pays d'origine, l'État français doit lui délivrer des documents d'état civil qui lui permettent de pouvoir effectivement faire toutes ces démarches d'accès aux droits. Aujourd'hui, en moyenne, l'OFPRA, puisque c'est une mission de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, met entre 8 et 12 mois pour délivrer ces documents. Et pendant 8 à 12 mois, les personnes n'ont tout simplement pas de documents d'état civil et donc sont là aussi totalement freinées dans leur démarche administrative. Là, il suffirait de mettre 4 fois plus de personnes et je ne dirais pas que ça irait 4 fois plus vite, mais en tout cas, très clairement, on est sur un enjeu de moyens de l'OFPRA et de non-priorisation par les autorités françaises, à mon sens, de cette question qui devient absolument majeure et qui est soulevée et connue par tous les acteurs de terrain. Troisième raison du non-accès aux droits, c'est la question de la très grande complexité administrative et du fait que dans l'accès aux droits, il y a une multitude d'acteurs qui jouent. Là, je parlais des préfectures, mais il y a aussi tous les acteurs de la protection sociale, l'assurance maladie. J'ai déjà plus qu'une minute. Bon, alors je vais très très vite. Bon, en gros, mais la liste est longue, je vous avais dit. Alors je vais aller très vite. On a un sujet très clair de formation des administrations et des services publics à la connaissance de nos publics et au bon accompagnement pour qu'ils comprennent les spécificités, les particularités et quelque part qu'ils adaptent leurs procédures et leurs outils aux enjeux de maîtrise de la langue ou aux complexités juridiques. Et je termine avec un dernier point à ce moment-là dans les difficultés d'accès au droit qui est majeur, qui est aussi qu'on a parfois des administrations qui sont pas nécessairement très aidante, voilà, et que je vais vous parler d'un sujet fondamental pour nous, qui est la question de la suspension des conditions matérielles d'accueil. Là aussi, ça peut paraître un peu technique. Les demandeurs d'asile, ils ont des droits, et notamment, ils ont un droit à l'hébergement et un droit à une allocation pour pouvoir vivre au quotidien. C'est des allocations qui sont conditionnées à toute une série de choses, et ce à quoi ce qu'on constate au quotidien, c'est que ces conditions matérielles d'accueil, elles sont souvent, trop souvent, suspendues, interrompues de manière brutale et non motivée ou insuffisamment motivées, et que ces personnes sans conditions matérielles d'accueil, ce sont les personnes que vous retrouvez dans les campements, qui vivent à la rue, et quelque part, puisqu'on est là pour parler aux collectivités territoriales, dont les collectivités territoriales finissent par devoir prendre en charge et accompagner, puisque on se retrouve avec des personnes, effectivement, qui théoriquement devraient avoir des droits et se retrouvent totalement démunies. Je m'arrête là. Merci. Je vous redonnerai la parole ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que Harmonie Le Cerf-Meunier, vous êtes élue à la mairie de Bordeaux et vous êtes en première ligne pour l'accueil des personnes exilées. Et on trouvait important qu'on puisse parler de tous les types de statuts administratifs des personnes exilées. Donc, j'emploie de façon sciemment ce terme qui est générique et qui ne précise pas le statut administratif, mais ça nous intéresserait que vous puissiez nous partager le parcours de vie et les obstacles dans l'accès aux droits pour les personnes qui sont communément appelées sans papier. Dans la temps de préparation, vous avez incité sans papier mais pas sans droit. Est-ce que vous pouvez nous préciser de qui on parle et quels sont les enjeux de l'accès aux droits pour ces personnes ?
Oui, alors déjà dire qu'être sans papier, c'est un risque pour l'ensemble des personnes non françaises qui sont sur le territoire, puisque, comme c'était dit à l'instant, il y a tellement de difficultés, même pour les personnes qui ont un droit au séjour, qui ont un titre de séjour, entre 2 titres de séjour dans les renouvellements, ou pour les personnes qui sont réfugiées, il y a beaucoup de risques de se retrouver à un moment sans papier. Pour les personnes européennes aussi, qui ont un droit au séjour un petit peu particulier, et je pense notamment aux personnes qui viennent de l'Europe de l'Est et qui se retrouvent avec des coupures dans leur droit au séjour, alors qu'elles ont le droit d'être sur le territoire, mais donc dans leurs droits aux prestations sociales et les différents droits qui s'appliquent pour celles et ceux qui ont un droit au séjour. Donc oui, c'est des personnes qui sont sans titre de séjour, mais qui ne sont pas sans droit. Et moi, j'ai été très surprise. Alors moi, je préside le CCAS de Bordeaux, je suis présidente déléguée, et le centre communal d'action sociale, qui est vraiment la porte d'entrée pour l'accès aux droits d'une ville. J'ai été très surprise du fait que l'administration du CCAS, de la ville et des services de l'État parlait de personnes sans droit ni titre. En fait, ça veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire quelque chose. Sans droit ni titre, c'est sans bail sur un logement. C'est une personne qui squatte ou qui n'a plus de droit sur un logement. Ça n'a aucun rapport avec le titre de séjour. Alors, on peut être sans titre de séjour et être aussi en train de squatter un logement, mais elles ne sont pas sans droit. Elles ont même de très nombreux droits. Simplement, elles n'ont pas tous les droits. Alors nous, on utilise comme à Strasbourg le terme de « au droit incomplet », ce qui ne plaît pas forcément, notamment au service de l'État. Et moi, on m'a dit « mais c'est déjà un jugement de valeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces droits ont vocation à être complétés ». Bah oui, du coup, mais pas pour tout le monde, effectivement. On peut aussi considérer qu'ils sont pas sans droit incomplet, ils ont un devoir non rempli de retourner dans un autre pays. Ils sont pas sans droit, ils ont le droit à la scolarisation, le droit à l'accès aux soins, ils ont un ensemble de droits fondamentaux, notamment ne pas être soumis à des traitements inhumains, à la torture, ne pas être exécuté, ne pas être enfermé arbitrairement, et ça paraît un peu peut-être bête de le dire comme ça, mais c'est important. Ces gens, ils ne sont pas sans droit, et ces droits, ils doivent y avoir accès. Ils ont aussi un droit qui est fondamental pour eux, c'est de demander un titre de séjour, de faire un recours contre un refus de titre de séjour. Et ce droit doit être accessible puisque c'est la porte d'entrée aux droits qu'on n'a pas quand on n'a pas de titre de séjour. Notamment, ils n'ont pas le droit au travail et pas le droit au logement. Mais ils ont droit à un hébergement inconditionnel, stable et continu. Je pense que ce sera dit plus tard. Pas de droit au travail, c'est important parce que en fait, ils sont pas pour autant sans ressources. Alors certains sont sans ressources et d'autres travaillent. Mais comme ils n'ont pas de droit au travail, ils travaillent avec du travail dissimulé, ce qui pose un problème pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils sont particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains, à l'exploitation, au réseau. Et puis l'autre problème, c'est que le travail dissimulé est aussi un manque de ressources important pour l'État, puisqu'il n'y a pas de cotisation. Alors un manque de ressources et de protection sociale pour eux, mais un manque de ressources pour l'État, et on a besoin de ces ressources pour mettre en place plus de politiques sociales. La problématique pour nous, élus locaux, pour nous, CCAS, c'est que ces personnes-là, nous, en fait, on les regarde pas mourir sur le territoire. Donc, quand elles n'ont pas le droit au logement, quand elles n'ont pas le droit au travail, nous, on a une responsabilité. Le maire, il a la responsabilité de ses pouvoirs de police, notamment la sécurité publique, la salubrité publique, l'ordre public, et on sait depuis maintenant un long moment que la dignité est une composante de l'ordre public. Donc nous, on est là aussi pour permettre à ces gens de ne pas mourir de faim, de ne pas mourir de froid, de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, d'accéder à l'eau potable, d'accéder à un ramassage des déchets des endroits où ils vivent et d'améliorer un peu les conditions de leurs conditions de vie. Et c'est là qu'on accède à quelque chose d'un peu ridicule, ce que Pierre Muller appelle les politiques publiques autoréférentielles, c'est que nous, ville et CCAS, mettons en place un certain nombre de politiques, alors qu'on pourrait peut-être plus appeler de bonnes pratiques, puisqu'en fait on ne peut pas rentrer dans le cœur des politiques, justement parce qu'on ne maîtrise pas leur droit au séjour, de politiques qui vivent à gommer l'effet de la loi. Puisque la loi les empêche d'accéder à des ressources et à des conditions de vie dignes, et nous, on va mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes pratiques pour que ces personnes, quand même, accèdent à la dignité. Et tout ça est absolument ridicule et nécessite de grands changements. Je vais terminer en disant juste qu'on a quand même dans les villes des solutions à notre portée. On peut notamment mettre en place des tarifications qui soient solidaires, qui prennent en compte les sans-papiers. On l'a fait à Bordeaux. Les personnes sans-papiers ont maintenant la gratuité des transports, la gratuité d'un certain nombre d'accès, notamment
à des propositions culturelles pour une émancipation. Comment on fait ça? Simplement, on demande en document de justificatif l'AME. C'est un document, tous les sans-papiers, s'ils sont sur le territoire depuis plus de 3 mois, doivent avoir le droit à l'AME. Donc voilà, on a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place. Je pourrais le détailler, mais j'ai pas vraiment le temps de ça. Mais voilà, pour dire que nous, c'est une grosse difficulté sur les territoires, donc on a besoin vraiment d'aller vers plus de régularisation. Et juste un mot de la fin, le droit des étrangers, ça a quand même la particularité, toutes celles et ceux qui l'ont regardé de près ou de loin savent que c'est un droit qui doit être réformé en profondeur. Et pourtant, toutes celles et ceux qui défendent les droits des étrangers tremblent à chaque fois qu'on annonce une réforme, parce qu'on sait que chaque réforme depuis des années va pas du tout dans le sens des besoins des territoires. Merci beaucoup. Guy Benaroche, vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, vice-président de la commission des lois au Sénat et chef de file du groupe écologiste Solidarité et Territoires sur le projet de loi immigration. Vous faites donc partie des personnes qui ont lu en détail les éléments du texte, parce que ça faisait partie des questions pour que vous puissiez vous présenter. Je me demandais, quand on vient à un colloque comme ça, est-ce qu'on a vraiment pris le temps de lire ce texte de loi? Je n'ose pas vous faire lever la main maintenant, mais j'espère que vous l'auriez levé. Oui. Vous avez, à cette occasion, rappelé la position de votre groupe en disant « La question migratoire ne peut se limiter au prisme du travail et de la sécurité ». Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a prévu de parler d'accès aux droits. Est-ce que vous pourriez nous partager ce qui vous semble essentiel sur cette question d'accès aux droits des personnes exilées? Oui, merci. On ne peut pas prendre connaissance réellement de ce projet de loi puisqu'il n'existe pas en fait dans la réalité pour l'instant. Et puis, il est surtout très fluctuant. Entre le rendez-vous qu'a accordé Darmanin et Dussopt à Guillaume Gontard et à moi-même mi-décembre et aujourd'hui, de ce qu'on en sait, des annonces diverses et variées qui circulent, on voit qu'il est très fluctuant et fluctue en fait au gré, par exemple, des accords sur les retraites. Vous voyez, c'est un jeu politique quand même qui est un peu bizarre puisque c'est très instrumentalisé, on le sait politiquement, la question des migrants. Et en plus de ça, viennent se mêler maintenant dans les discussions entre la droite et le gouvernement, tout un tas d'éléments qui ne concernent absolument pas la politique migratoire. Bon, donc c'est très compliqué pour ça. Oui, effectivement, il faut qu'il y ait un droit. Pour avoir accès au droit, il y a un droit. Effectivement, il y a un droit. La chose qu'on peut dire en chapeau de tout ça, c'est que ce droit, en fait, il est fixé aujourd'hui par des projets de loi qui arrivent de qui? Qui arrivent du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que la focalisation du droit sur l'accueil des exilés, il est fait avec un angle sécuritaire puisqu'il est fait par le ministre de l'Intérieur. On pourrait considérer que ce n'est pas du ressort uniquement du ministre de l'Intérieur de s'occuper de l'accueil des exilés. On pourrait considérer qu'il pourrait y avoir un ministère de l'accueil qui s'occupe effectivement d'un phénomène qui est amené à de plus en plus important, c'est-à-dire l'arrivée sur un territoire national quel qu'il soit, la France, l'Europe, d'un grand nombre et d'un plus grand nombre de personnes qui viennent de continents ou d'endroits où il est plus difficile de vivre. Et donc ce phénomène-là, on le connaît, on sait qu'il ne va pas s'éteindre demain, quelles que soient les politiques migratoires qui sont menées, surtout si elles le sont que sous l'angle du prisme de la sécurité. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, il y a un certain nombre de droits aujourd'hui, et ces droits, on l'a vu, il y a le droit théorique, celui qui devrait s'appliquer, et puis il y a la réalité du terrain. Et même dans le cadre aujourd'hui qui n'est pas satisfaisant au niveau des lois, parce que c'est un empilement de lois et parce que ça devient kafkaïen, y compris pour le garde-frontière qui se trouve à Montgenèvre, de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ou pour le directeur d'un CRA pour savoir qu'est-ce qu'il va faire des gens qui arrivent là et qui reviennent 3 mois après. Voilà, c'est très compliqué pour eux. Ils ont perdu tout le sens de leur travail. Je ne parle même pas des juges administratifs qui sont obligés de faire le secrétariat des préfectures, puisque les préfectures ne répondent pas aux convocations dans les délais prévus, et que donc les avocats font recours contentieux auprès des tribunaux administratifs en disant il faut obliger la préfecture et l'État à faire en sorte qu'elle respecte la loi. Donc, vous voyez à quel point nous en sommes arrivés. Bon, et donc la loi, de ce fait, pour les collectivités territoriales, constitue un frein dans leur action aujourd'hui. Et on le voit par des exemples très simples. L'OFII a été condamné, par exemple, l'Office français de l'immigration, il a été condamné parce qu'il avait une plateforme téléphonique et que cette plateforme téléphonique, elle passait par un numéro payant. C'est quand même hallucinant de voir ça. L'électronisme, on en a parlé, à juste titre, ça représente quand même aujourd'hui, il y a 14 millions de Français qui souffrent d'électronisme. Et donc, c'est pire encore, bien entendu, pour les exilés qui ne maîtrisent pas en plus la langue française, qui n'ont pas accès à des outils numériques et qui doivent remplir un certain nombre de documents et qui n'ont plus en face d'eux une personne humaine. Donc, nous, ce qu'on va demander, c'est qu'en face de chaque exilé qui a à faire des formalités parce que la loi l'y oblige, il y a un humain qui puisse lui répondre, qui puisse le recevoir et qui puisse lui permettre de le faire. La numérisation à outrance, qui est un des grands dadas de ce gouvernement, ne fonctionne pas. Et elle ne fonctionne pas pour
tous les gens en précarité, mais elle ne fonctionne pas a fortiori pour les gens qui viennent de l'extérieur. Et on compte donc sur la bonne volonté des bénévoles et des associations pour arriver à pallier ce problème. Comme on compte sur la bonne volonté des villes pour mettre à l'abri un certain nombre de migrants, pour leur donner à manger, etc. Quand l'État ne les condamne pas. Je rappellerai quand même qu'il y a une interdiction préfectorale sur la distribution des repas il y a quelques mois, qui a été cassée d'ailleurs par les tribunaux. Mais enfin, l'État, dans ce cas-là, il dit, le préfet représentant de l'État, il dit à la collectivité territoriale, ben, vous n'avez pas le droit de donner à manger à ces gens-là. Enfin, donc je veux dire, voilà, là pourtant, rien dans le droit ne permet de dire vous n'avez pas le droit de donner à manger à ces personnes. Donc on voit bien, c'est pareil pour les soins. Les soins, s'il n'y a pas un certain nombre de villes qui mettent en place des passes, à Marseille par exemple, comment on s'occupe de tous ces gens qui sont dans une situation d'incertitude administrative totale et qui, faute de papier, ne peuvent pas effectivement avoir accès aux soins de base. Donc là, on voit bien qu'il y a un droit théorique, ce qui permet d'avoir tous ces droits-là, voilà, incomplet. Et puis, il y a la réalité de ce qui se passe sur le terrain, qui est gérée essentiellement par les associations, par les bénévoles et par les gens de bonne volonté, qui essayent de pallier. Donc la moindre des choses qu'on pourrait demander à la loi et au droit, et à la loi qui va arriver maintenant, c'est de dire, au moins, faites en sorte que ce ne soit pas un frein à l'action des bénévoles et des collectivités territoriales, parce qu'elles ont compris, les associations et les collectivités territoriales, que de l'accueil qui va être fait des exilés dépend à la fois la vie sur le territoire dans le futur de tous ces gens-là qui, pour une grande partie d'entre eux, sont amenés à rester sur le territoire européen. On ne va pas les raccompagner chez eux. On sait très bien que de toute façon, aujourd'hui, il y a des OQTF, des obligations de quitter le territoire français qui sont prononcées, qu'il y en a 80%, plus de 80% qui ne sont pas exécutés et qui ne le seront jamais, et que dans la loi telle qu'elle est prévue, ce qu'a prévu le ministère de l'Intérieur, c'est d'augmenter encore le nombre d'OQTF. C'est-à-dire que dorénavant, on pourra prononcer des obligations de quitter le territoire dès le refus, dès le premier refus, avant même d'arriver jusqu'à un recours, jusqu'à un contentieux sur le refus du droit d'asile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là en attendant? On ne peut pas les raccompagner. L'histoire de diminuer le nombre des visas des pays d'Afrique du Nord, on a bien vu que ça ne marchait pas. Voilà. D'ailleurs, le gouvernement vient de revenir en arrière. Et donc, on est obligé de les raccompagner et on s'aperçoit qu'on ne peut pas. Et donc, la solution de Darmanin, c'est on augmente le nombre de places dans les CRA, dans les centres de rétention administrative. Donc ça veut dire que ces gens-là, on va dire, vous n'êtes pas en position régulière, vous ne pouvez plus rien faire, vous resterez sans droit et sans papier, on va le dire comme ça, même si ce n'est pas exactement ça. Et donc en conséquence, en attendant, vous mettez dans un centre de rétention où on sait qu'ils ne peuvent pas rester plus de 60 jours. À Marseille, au bout de 60 jours, ils sont mis à la rue et 3 mois ou 4 mois après, ce sont les mêmes qui reviennent et on les retrouve ici de manière récurrente pendant plusieurs mois et plusieurs années. Donc ce ne sont pas là les solutions. Les solutions ne sont pas ici. Je parlerai tout à l'heure des solutions, je ne sais pas où j'en suis de mon temps. Ouais, bah, en fait, on essaye de rattraper le retard de départ, donc c'est pas de votre faute, Monsieur Benaroche. Mais je vous propose juste, parce qu'on avait un point sur la question de l'accès au droit, sur l'accès au travail, en fait, des demandeurs d'asile et des solutions qui sont possibles pour pouvoir permettre un accès plus rapide aux personnes qui sont en demande d'asile. Et puis ensuite, Harmonie UNICEF, vous parlerez aussi des difficultés de reconnaissance des compétences des personnes exilées qui arrivent et des situations de déclassement qui sont dramatiques. Et je vous laisse 2 minutes chacune. Je vais être encore pire que tout à l'heure. Je commence. Oui, ce qui nous permet de faire le lien avec le projet de loi en réalité, parce que moi aussi j'avais peut-être, comme Damien Carême, l'envie que ce texte serve à quelque chose et qu'on y trouve des choses positives. Et parmi les annonces positives qu'on avait eues du gouvernement, il y a la question de l'accès, la facilitation de l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile. C'est quelque chose que tout le monde réclame et on y est évidemment très favorable parce que évidemment, plus on travaille tôt, plus d'abord on gagne un peu d'argent et puis plus on s'intègre et puis plus on apprend la langue et quelque part plus on trouve une place dans la société. Et simplement, je dois vous dire qu'on a été très déçus quand on a vu le projet de loi parce qu'il circule quand même. Il a fuité et tout le monde l'a lu. La vérité, c'est qu'on l'a lu. Parce que, alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais parce qu'en réalité, derrière l'affichage de la bonne volonté, c'est-à-dire le fait de dire rendons plus accessible le marché au travail, la proposition telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, elle nous semble pas répondre à l'ambition. Pas répondre à l'ambition d'abord parce qu'elle crée une forme de discrimination très forte en ne rendant l'accélération de l'accès au marché du travail facilité que pour certaines nationalités qui présentent des taux de protection très élevés et qu'on estime que c'est sans doute dommage parce que il y a beaucoup de Français, enfin pas beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers francophones demandeurs d'asile qui pourraient au contraire travailler tôt mais qui ne seront pas concernés par cette disposition.
Et puis la deuxième chose, c'est que, et là c'est vraiment l'expérience terrain qui parle, on sait, nous, France Terre d'Asile, que ce qui bloque l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile, c'est ce qu'on appelle les autorisations administratives de travail, c'est-à-dire le fait qu'il faille demander le droit aux préfectures, si vous voulez, au direct, avant de pouvoir travailler. Et donc ce qu'on a demandé, et ce qu'on continuera à demander, et là je m'adresse aux parlementaires, ce qu'on vous proposera comme amendement très clairement, c'est que vous fassiez sauter cette autorisation administrative de travail. Tout à l'heure, on parlait de l'Ukraine et on essayait de voir ce qu'il y avait... on évoquait le fait que l'accueil des Ukrainiens a été grandement facilité sur un certain nombre de sujets. Ce qui a rendu l'accès au marché du travail possible pour les Ukrainiens, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de cette autorisation administrative de travail. Et aujourd'hui, on a encore bon espoir d'essayer de convaincre le gouvernement de lever ce frein-là. Parce que si on lève ce frein-là, pour le coup, je pense qu'on aura une avancée positive dans le projet de loi et on sera ravis de pouvoir le saluer. Alors oui, le travail des étrangers, c'est important parce que c'est un levier d'insertion et d'émancipation et d'autonomie, mais vraiment, je nous encourage à nous interroger collectivement sur le fait qu'aujourd'hui, en notre nom, la France dit que les étrangers sont une force de travail sans autre considération de leurs valeurs, de leur volonté, de leur vie privée, et on considère qu'ils nous font déjà l'offense de venir sur notre territoire, alors merci de travailler vite et bien et en silence. Et voilà, ça devrait nous choquer et nous révolter en permanence. L'accès au travail des personnes étrangères, il est difficile déjà parce qu'elles viennent d'un autre pays, elles ne parlent pas forcément la langue, elles sortent parfois de parcours migratoires longs et très pénibles, elles sont séparées de leur famille, il y a tout un tas de freins qu'il faut déjà passer. Mais là, sur le territoire, on dépense énormément d'argent et on met en œuvre énormément de dispositifs qui ne sont pas forcément efficaces. Déjà parce que y a beaucoup d'étrangers qui sont à la rue et que quand on est à la rue, on a du mal à accéder au travail. Parce que l'apprentissage de la langue doit se faire très rapidement et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Parce que dans les CADA, il n'y a pas dans les cahiers des charges des CADA une obligation d'aider à l'insertion au travail. Donc en fait, les CADA, ils n'ont pas forcément des professionnels qui vont faire ça. Ils bricolent, ils font ce qu'ils peuvent, et le résultat, c'est que les personnes, elles ont leur protection et elles ne sont pas du tout préparées à entrer sur le marché du travail. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est que on ne prend pas du tout en compte l'aspiration et la volonté et on ne leur laisse pas le temps. Moi, je vais vous donner un exemple que je connais bien parce que c'est quelqu'un qui est proche de moi, un exemple très rapide, un garçon qui est afghan et qui m'a annoncé là qu'il passait le K16 donc pour être préparateur de commandes pour conduire des engins. Alors, on va dire que c'est une intégration positive, il va avoir son diplôme, il va faire son travail, sauf que ce garçon, il a 2 masters. Il a un master de l'université de Kaboul en management des entreprises et il a un master international en métier de la banque et en économie. Il a travaillé dans des ONG, il parle 6 langues. Et ce garçon, super, il a une intégration positive, il va être préparateur de commandes sûrement dans un Auchan Drive, un truc comme ça. Ça, c'est pas une intégration positive déjà parce que, en fait, il occupe le travail d'une personne qualifiée qui n'a pas fait toutes ses études, mais parce qu'en plus, lui, on ne prend pas du tout en compte ce qu'il était, ce qu'il avait envie de faire et ce qu'il pouvait nous apporter aussi collectivement. Et c'est un gros souci. Et juste, je voudrais dire qu'aujourd'hui, au CCAS de Bordeaux, 1/3 des jeunes de 15 à 25 ans bénéficiaires de la protection internationale qui sont accompagnés, plus d'1 tiers sont livreurs, Deliveroo et Uber, sans aucune considération de ce qu'ils font. Donc ça, ce sont des gens qui le font de manière régulière, donc ils sont auto-entrepreneurs, mais il y a aussi toutes celles et ceux qui le font de manière irrégulière et qui sont en fait dans un réseau de traite qui vend des vélos, des téléphones et qui les font trimer sur les vélos. Juste un dernier petit mot. Tout dernier. Parce que pour nous, collectivités, on fait face à des administrations qui ne savent pas toujours quelles sont nos possibilités, quels sont nos droits. Et c'est vraiment le but de ce guide de l'Anvita, pour sécuriser les collectivités, pour nous accompagner, pour qu'on ne nous dise pas « non, on n'a pas le droit de mettre à l'abri une personne sans papier »,« non, on n'a pas le droit de payer une chambre d'hôtel pour une personne sans papier »,« oui, vous êtes obligé d'expulser les squats ». Toutes ces questions-là, elles sont difficiles pour les collectivités. Et quand on arrive et donc diffuser ce guide, offrez-le à vos collectivités pour qu'elles puissent savoir ce qu'elles ont en fait le droit de faire. Bon, c'était la minute publicitaire, alors je l'accorde. Je vous propose de prendre 2 ou 3 questions dans la salle et puis on verra s'il n'y a pas de questions sur Zoom. Ah, ça nous arrange, merci. Je vous en prie. Alors, je vous demande si c'est possible de vous présenter avec vos noms, prénoms et puis l'instance que vous représentez aujourd'hui et puis de poser bien une question. Merci. Oui, merci, bonjour. Je suis Alfred Spira, je suis médecin bénévole à Médecins du Monde et je suis
coprésident de l'association Tous Migrants à Briançon. Et je voudrais juste vous présenter, sous forme de questions, un problème récurrent auquel on se heurte à Briançon. Beaucoup d'entre vous sont déjà venus à Briançon, et merci d'avoir mis le compte-rendu des maraudes avec les députés et sénateurs, qui est extraordinairement informatif. L'une des énormes difficultés auxquelles on se trouve confronté au refuge solidaire à Briançon, c'est qu'on est habilité, pour des raisons de sécurité, comme étant établissement recevant du public, ERP, on est habilité à avoir en permanence 85 personnes dans le local. Si on enlève les salariés et les bénévoles, ça laisse exactement 61 places pour des personnes qui viennent de passer la frontière à Montgenèvre à 1800 mètres d'altitude. Généralement, il est exceptionnel qu'il y ait moins de 60 personnes au refuge, et généralement, il y a entre 60, 80 et 100 personnes, mais comme vous le savez, il y a certains jours où ça peut monter jusqu'à 200 personnes. Donc depuis 18 mois, nous travaillons à la mise au point d'un protocole de dépassement de la jauge. Protocole de dépassement de la jauge, ça veut dire que si on est au-delà de 61 personnes, on n'accepte pas les personnes. Où est-ce qu'on les envoie? La réponse des autorités, c'est-à-dire de la préfecture et de la municipalité, qui est une municipalité de droite dure, et de dire, il y a le 115, il y a le SAMU social. Le 115, il y a 15 places pour tout le Briançonnais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de place disponible au 115. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'exerce pas le droit des personnes à un hébergement d'urgence et on les laisse à la rue? Je vous remercie pour votre question qui n'en est pas une, mais je pense qu'Harmonie l'URSSAF a envie de vous répondre. Oui, c'est la question de l'hébergement d'urgence du 115. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On organise des nuits de la solidarité dans beaucoup de villes sur le territoire. Ce n'est qu'un décompte, mais c'est déjà un décompte. Et ça permet d'avoir des chiffres, puisque sur beaucoup de territoires, moi je suis arrivée à Bordeaux, on me disait il y a entre 8 et 20 SDF à Bordeaux. Puis en fait, quand on les a comptés, on était plutôt proche des 800. Enfin, 500 plus les squats. Donc il faut compter les personnes, et à partir de ce chiffre-là, il va falloir, dans les mois, dans les années qui viennent, mener une bataille au niveau de l'État. Le problème du sans-abrisme, qu'il soit de personnes migrantes ou non migrantes, il est systémique et systématique. Donc on va devoir se battre pour que l'hébergement d'urgence soit inconditionnel, stable et continu sur tout le territoire, et que ce ne soit pas au petit bonheur la chance d'une ouverture ou pas d'ouverture de place pour l'hiver, pour l'été. Oui, je vous remercie, mais à Briançon, il y a 0 personne à la rue parce qu'elles sont au refuge. Et donc, il y en a plus de 60. Tous les jours, il y en a plus de 60. Et donc, on est dans l'illégalité. Si on a un drame, comme ça arrive de temps en temps, nous devons en assumer la responsabilité. Mais c'est un énorme levier pour ne pas s'occuper des personnes migrantes, c'est toujours de nous mettre face à des responsabilités parce qu'on fait plus que ce qu'on devrait faire et que parfois on se met en illégalité. Et donc, en tant que collectivité et maire et responsable, on a toujours ce choix à faire de est-ce qu'on va au-delà, est-ce qu'on prend le risque, est-ce qu'on prend la responsabilité de ne pas laisser les gens en fait mourir, puisqu'on est aussi responsable de ne pas laisser les gens mourir. Delphine, je vous laisse la parole 1 minute. Je voulais juste en profiter pour vous dire qu'on a un point de plaidoyer important que je vous porte, qui est qu'on demande des ouvertures de centres de mise à l'abri pour les demandeurs d'asile et primo-arrivants immédiats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça dépasse la question du Briançonnais, mais aujourd'hui, le passage à la rue, le fait de passer quelques jours ou quelques semaines sous des tentes, c'est la porte d'entrée de la demande d'asile en France. Et il n'existe quasiment pas de situation où une personne puisse introduire une demande d'asile sans avoir dormi sous une tente. Et l'ouverture de dispositifs un peu partout dans toutes les grandes villes, et c'est là où l'ANVITA peut nous servir aussi en termes de plaidoyer, c'est-à-dire avoir un dispositif où on aurait des centres de mise à l'abri de demandeurs d'asile qui pourraient, dès leur arrivée sur le territoire, exactement comme on a fait pour les Ukrainiens, trouver un toit, une solution d'hébergement précaires, mais qui leur permettrait ensuite d'être orientés et pris en charge, ça pourrait permettre d'éviter ces constitutions de campements qui sont indignes et en fait qu'on sait éviter, même si évidemment ça demande un peu de mobilisation et de moyens. Merci. Et juste un exemple de ce que tu disais à juste titre, c'est la zone d'attente qui a été créée par exemple à côté de Toulon lors de l'arrivée de l'Océan Viking avec
les 200 migrants qui étaient à bord. Donc en fait, là, les décisions qui ont été prises dans la foulée de leur arrivée dans les jours qui ont suivi, c'est qu'une grande partie d'entre eux ont été jugés dans la légalité, enfin, ont été jugés avec la possibilité de faire une demande d'asile. Et donc on leur a dit, maintenant vous n'êtes plus en zone d'attente, donc vous allez faire votre demande d'asile. Mais en attendant, rien n'a été mis en place. En dehors de quelques associations, dont la NAFE ou autres, qui ont agi sur le terrain pour leur permettre d'avoir des structures qui les accueillaient, en fait, ces gens-là, on leur a dit clairement, maintenant vous êtes dans la rue, débrouillez-vous le temps que cette demande soit étudiée. Donc on voit bien là qu'il y a une défaillance totale de l'État, parce que même si on se substitue à l'État, aussi bien au niveau des associations que des collectivités, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une augmentation des hébergements dans ce cas-là qui soit décidée d'une manière claire, qu'il y ait des budgets qui soient mis en face de ça, parce que les collectivités territoriales aujourd'hui, elles sont soumises à un autre problème, qui est celui de leur budget, de leur autonomie financière, sur tout un tas d'autres raisons qui fait qu'elles ont de moins en moins d'argent pour mettre en place leur politique, y compris celle-là. Donc voilà, il faut arrêter que l'État se défausse de ses responsabilités et de ses obligations et de ses compétences sur les communes sans leur donner les moyens et au contraire en reprenant de l'argent à ces communes. Donc là, c'est un autre problème plus vaste, mais dans ce cas-là, c'est important. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on prenne 2 autres questions. Oui, madame. Et vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Estelle. Je fais partie de l'association LTF qui s'occupe des demandeurs d'asile pour leur intégration socio-professionnelle. Je suis interpellée par toutes les interventions parce que après j'ai l'impression qu'on gratouille. Je ne sais pas si le mot est français, mais je trouve que même la situation des personnes exilées même est, je ne sais pas comment qualifier, donc avec un mot, voilà, comme ça. On gratouille sur un droit qui est déjà minime. On n'arrive pas à obtenir la totalité des droits que l'État dit déjà accorder à ces personnes-là, mais après, quand on demande quelque chose, je trouve que c'est encore petit par rapport à ce que méritent des personnes qui essayent de se réinstaller, de se reconstruire, de s'intégrer dans un nouveau pays. Et quand on parle d'accès aux droits, je me demande, est-ce que c'est vraiment accéder à ces aides qui frustrent aussi les citoyens, qui est essentiel? Est-ce que ça n'est pas plutôt assurer une indépendance à ces personnes migrantes? Mon association, par exemple, on a choisi d'accompagner les demandeurs d'asile pour qu'ils aient accès tout de suite à la formation, pour qu'ils puissent aussi travailler après et que nous aussi, on favorise l'idée que ces personnes qui ont du potentiel ne tombent pas dans cette vision utilitaire, comme l'a décrit Madame Faucillon tout à l'heure. J'aimerais bien, dans l'idéal, que les demandeurs d'asile, les réfugiés, les personnes migrantes ne soient pas comprimés, ne soient pas définis, réduites à cette image de utilitaire, juste tomber dans du travail utilitaire, alors que ce sont des gens qui ont du potentiel. J'aimerais bien que l'État français reconnaisse aussi le fait que les personnes migrantes sont aussi de véritables ressources humaines en toute dimension culturelle, etc., et surtout potentiel économique aussi. Donc, je profite d'un moment comme celui-ci où il y a des personnes qui ont accès à la décision, à la protection et surtout à l'élaboration de la politique nationale, de pouvoir porter notre voix par rapport à l'accès à la formation, au travail des demandeurs d'asile et des réfugiés pour qu'ils puissent assurer une vraie indépendance et non juste une vie factice et gratouiller sur des petites choses à gauche, à droite. Merci Estelle, en tout cas, de porter cette voix. Je vous propose qu'on prenne une deuxième question et puis ensuite qu'on puisse avoir des interventions. Oui, madame ?
Bonjour, je m'appelle Pauline Planck, je suis bénévole de la CIMAD dans la Drôme, là où il y a des villages de 14 habitants, et membre de plusieurs associations d'accueil à Die, qui est une ville membre de l'Envita aussi. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Harmonie tout à l'heure, et après, c'est peut-être plus une question pour Guy Benaroche. En parlant du travail et du fait que c'était un manque de ressources pour l'État aussi, les personnes qui travaillaient sans titre, pour moi, c'est pas tout à fait exact par rapport aux personnes qu'on accueille, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent sans autorisation de travail, mais avec des contrats, soit sous alias, donc avec le titre de séjour de quelqu'un d'autre, soit sans titre de séjour, mais qui ont quand même un contrat de travail. Et donc, dans ce cas-là, l'État perçoit des ressources. C'est les personnes qui travaillent qui ne perçoivent pas de ressources, ou d'aide ou de droits. Donc, en effet, elles sont en droit incomplet, malgré le fait qu'elles travaillent. Donc, nous, on accompagne un certain nombre de personnes dans ce cas-là. Et d'ailleurs, la loi et les procédures de régularisation l'encouragent, puisqu'il faut présenter des fiches de paye comme... Je me serais pas permis, il paraît que je ne peux pas le faire, mais finissez votre phrase. Faut appuyer parce que pour la visio, ça va. Ou chez votre voisin? Non, vraiment, j'ai rien fait. Pas rester appuyé, c'est pour ça. Donc, ma question, c'était dans le pré-projet, ou en tout cas ce qu'on en a pu en lire ou en savoir, on a l'impression qu'on est plutôt à rebours de l'idée de faciliter ce travail, puisqu'on veut mettre une nouvelle amende, si j'ai bien tout compris, pour les employeurs qui s'engageraient sur cette voie. Et ils sont quand même assez nombreux, certains de très bonne volonté d'ailleurs. Et donc la question, c'est quelle prise on a sur cette loi et sur les mesures à venir pour non pas précariser plus les personnes qui travailleraient sans autorisation, mais plutôt pour quand même faciliter certaines démarches pour les employeurs, pour ne pas les criminaliser et pour faciliter tout simplement l'accès au travail, parce que c'est un des premiers facteurs d'autonomisation des personnes qui arrivent sur le territoire. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci. Merci pour votre question. On prend une troisième question, puis après, je vous laisserai la parole aux intervenants. Oui. Merci. Je suis Mathieu Tardy, je suis le responsable du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. En fait, pour revenir sur les deux dernières questions, interventions, dans la continuité, oui, ça gratouille beaucoup, notamment dans le projet de loi, qui n'en est pas encore un, mais qu'on a tous lu. Finalement, les mesures, par exemple, qu'on pourrait percevoir comme positives, notamment ces questions de métier, de titre de séjour, métier en tension, ou ce que mentionnait Delphine sur l'accès au travail des demandeurs d'asile avec toutes les limites qu'elle a posées. En fait, je trouve que derrière, il n'y a pas de droits complémentaires qui sont accordés à quiconque, enfin aux étrangers, puisque quelque part, on dépossède aussi le Parlement et les parlementaires de leurs compétences, puisque on reconnaît des droits très limités, mais derrière, la mise en œuvre, notamment par le biais de listes, relève du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le ministère en charge de la sécurité sur le territoire va décider si telle ou telle personne va pouvoir travailler dans le pays. Donc il y a aussi une question peut-être institutionnelle ou démocratique derrière ce projet de loi, et les précédents, et c'était finalement un peu la même chose, c'est-à-dire de qui décide encore de ces questions-là, et on dépossède quelque part, à mon sens, le législateur, c'est-à-dire que ce soit en France ou au niveau européen, de sa compétence en matière de reconnaissance des droits à une population déterminée. Merci pour cette intervention qui n'est pas une question. Vous me provoquez, Mathieu Tardis. C'est une interpellation, un appel à l'accueil, à l'action des parlementaires. Merci. Je vous laisse la parole, Monsieur Benaroche. Oui, merci de nous appeler. En fait, comment répondre à ça? On sait très bien qu'il y a un certain nombre de freins aujourd'hui dans la loi, à la fois à la possibilité de postuler, d'avoir un travail d'une manière régulière, et à la fois, du coup, pour atteindre cette autonomie dont vous parliez, cette capacité à ne pas considérer forcément les gens qui arrivent juste sur le point de vue de qu'est-ce qui coûte avec les aides qu'on leur donne. C'est un peu ce que j'ai compris de votre question, en fait. Voilà. Bien sûr, il y a le problème de la formation qui est important, mais il y a aussi le problème de cette autorisation administrative dont l'un d'entre vous a parlé, qui fait qu'aujourd'hui, on voit que quand on lève un certain nombre de freins, ça a été le cas pour l'Ukraine,
quel que soit le fait qu'on ne puisse pas comparer tout, mais malgré tout, on s'aperçoit de la façon dont ça fonctionne et de la façon dont ça fonctionne bien aussi pour les employeurs. Dans le projet initial tel qu'il était bâti, on avait même parlé de régularisation de tous les travailleurs aujourd'hui qui travaillent effectivement avec des contrats, mais qui ne sont pas... on avait parlé de cette régularisation. Darmanin a vite fait de revenir là-dessus, en fait, de revenir en arrière, à tel point que d'ailleurs que quand Guillaume et moi sommes allés les voir, on a bien dit à Olivier Dussopt et à Gérald Darmanin que dans ce cadre-là, et pour trouver des solutions à ce niveau-là, nous étions prêts à collaborer parce que nous avions des propositions à faire, dont celle dont on vient de parler. Bon. Il y a eu depuis une évolution qui nous fait penser effectivement qu'aujourd'hui, la seule façon d'appréhender les choses pour des jeux politiques essentiels, et qui ne satisfait pas d'ailleurs non plus les employeurs d'ailleurs, c'est de considérer qu'il y a une machine économique à faire tourner ici en France et en Europe, et que cette machine économique, là où on n'arrive pas à la faire tourner convenablement avec les travailleurs qui sont déjà en France, on va faire appel à cette main-d'œuvre-là pendant un temps limité, c'est-à-dire qu'on va leur dire, vous pouvez travailler X temps, mais du jour au lendemain, on peut leur dire, vous ne pourrez plus travailler parce que le métier n'est plus en tension ou parce que vous n'avez plus d'emploi dans ce métier en tension. À partir du moment où ils arrivent dans un certain nombre de pays et sous un certain nombre de restrictions qui sont liées, on l'a vu, à leur parcours, à leur capacité, etc., à venir exercer une fonction, et sans mettre en place en même temps les capacités et les formations nécessaires pour leur permettre ensuite de passer de ce métier en tension qui leur permettrait de rester sur le territoire à l'exercice d'un autre métier qui est celui qu'ils souhaiteraient exercer, toujours en restant sur le territoire français, puisque l'épée de Damoclès, c'est en fait, on peut décider de vous renvoyer dans votre pays du jour au lendemain. Donc c'est vrai, nous, notre boulot de parlementaire, c'est de trouver les solutions et de faire les propositions nécessaires dès que la loi arrivera au Sénat, puisqu'elle passe d'abord au Sénat, pour essayer de faire en sorte à la fois qu'on régularise les gens qui travaillent ici et qui ne sont pas régularisés depuis des années, et qu'on leur permette d'être dans une situation de non-précarité pour tous ceux qui veulent travailler et qui ont possibilité de travailler en France, métier en tension ou pas métier en tension, et sans complexifier la tâche des employeurs qui veulent les engager. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un boulot important qui nous attend, mais on s'y prépare. Alors, pour essayer de répondre, donner quelques éléments sur l'ensemble des questions, oui, effectivement, dans le parcours des demandeurs d'asile, aujourd'hui, ils portent un tel poids de leur situation administrative qu'il n'y a aucune place pour l'émancipation, aucune place pour l'accès à la culture, aucune place pour réfléchir et mettre en œuvre les questions de parentalité. Tout ça est très, très difficile. À Bordeaux, on a reçu cette semaine Boris Cyrulnik et il nous disait qu'un traumatisme dans une vie ne fait pas forcément une vie brisée. Bon, ces personnes migrantes, elles sont traumatisées ou elles ont vécu des choses difficiles. Elles viennent d'être... Il n'y a pas de personnes migrantes demandeurs d'asile profondément heureux au moment où ils font leur demande. Parce qu'ils ont été arrachés à leur vie, à leurs racines, à leur famille, à leur environnement, qu'elles doivent vivre une nouvelle vie, qu'elles ont vécu parfois des événements traumatiques. Et comment on fait en sorte que ces gens n'aient pas une vie brisée ? Ils ont un suivi psychologique ? Non. Ils ont un accompagnement, ils ont un logement, ils ont une réassurance, une vie sociale ? Non, tout ça... On leur laisse pas la possibilité de ça parce que on leur dit faut faire une demande, faut accéder au français. Ah bah mince, vous êtes Dublin, vous allez être envoyé en Suède, bah faudra revenir, on verra après. Donc tout ça complique extrêmement les choses. Sur la question du travail, alors je ne sais pas exactement ce qui est dans la loi, mais si on met en place des vérifications et des contrôles, quels fonctionnaires pour faire ça ? Aujourd'hui, il n'y a plus de fonctionnaires d'État. Aujourd'hui, si les personnes n'arrivent pas à demander leur titre de séjour, c'est pas parce qu'il y a des fonctionnaires assis derrière des guichets fermés qui se frottent les mains en se disant « haha, on est machiavélique, on ne va pas du tout étudier leur dossier ». Non, en fait, ils n'existent plus, ces fonctionnaires. Ces choses-là vont juste permettre de prendre encore beaucoup de temps parce que les dossiers ne seront pas étudiés, les contrôles ne seront pas faits, et puis ça va effrayer les personnes de bonne foi et ça rajoute à la brutalité parce qu'aujourd'hui, on accueille de manière brutale pour ne pas accueillir. Et un dernier point, tout à l'heure, on disait sur l'Ukraine, on sait faire, on peut faire, on a accueilli les gens. Moi, en fait, je vais vous dire que non, parce que où est-ce qu'on les a accueillis ? Moi, je vais vous dire, les adjointes au social aujourd'hui, elles s'entendent pas du tout avec leurs collègues qui sont élus au sport. Et mes collègues savent très bien pourquoi. Parce qu'on réquisitionne des gymnases pour mettre des personnes dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un gymnase ? On fait du sport, les scolaires font du sport, les associations font du sport. On réquisitionne une auberge de jeunesse, on n'a plus de proposition sociale pour une auberge de jeunesse. Donc aujourd'hui, non, nous n'avons pas les moyens d'accueillir les gens. Quand on l'a fait pour l'Afghanistan, quand on l'a fait pour l'Ukraine, c'était au détriment des vraies activités qui devaient se passer dans ces lieux-là. Donc on doit, parce
parce qu'on a un impératif face à nos valeurs morales, face à nos engagements sur le terrain des droits humains, on doit construire ces centres, les mettre en œuvre, mettre des gens, des moyens sur la table, des moyens humains pour que tout ça existe et qu'on puisse accueillir dans des lieux qui ont vocation à accueillir les personnes. Merci beaucoup. Delphine Rouillot, je vous laisse le mot de la fin. Je voudrais juste revenir sur cette question d'autonomisation, en fait, parce qu'elle est fondamentale, puis ça va me permettre de conclure comme j'avais envie de conclure au début de ma première intervention. Pour vous dire qu'en fait, vous avez parfaitement raison, l'enjeu, c'est pas simplement de régler les problèmes d'accès aux droits, c'est de donner une place aux personnes dans la société, et qu'en réalité, un demandeur d'asile, un migrant, quand il arrive, on sait que, en gros, il met 2 ans avant d'avoir véritablement l'accès à un citoyen qui ne soit pas le travailleur social dont il a la charge. Et je dis ça pour ceux qui ont la chance d'avoir un travailleur social qui s'occupe de lui. Et donc je terminerai juste en vous disant que la première chose, pourquoi est-ce qu'on porte autant d'importance à la question de l'hébergement? C'est évidemment parce que c'est important d'avoir un toit sur la tête, mais c'est aussi parce que l'hébergement, c'est un hébergement accompagné, et que tout ce qu'on se dit depuis 1 heure sur les difficultés d'accès aux droits, les seules personnes qui permettent réellement en fait d'accompagner, enfin de régler une partie de ces difficultés d'accès aux droits, c'est les travailleurs sociaux des associations. Et quand il n'y a pas de travailleurs sociaux, c'est les bénévoles des associations qui font en fait en lieu et place des personnes parce qu'elles ne sont pas en capacité de faire. Donc voilà, petit plaidoyer pour l'hébergement accompagné qui, à mon sens quand même, est la solution, j'ose pas dire la meilleure, mais en tout cas la moins pire des solutions pour permettre aux gens de ne pas se retrouver complètement démunis. Merci beaucoup à tous les 3 pour vos interventions et le respect des consignes.